Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Mélanie Beauvais, qui est planificatrice financière depuis 2014. Mélanie Beauvais est titulaire d'un bac en sciences actuarielles de l'Université du Québec à Montréal, d'une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke. Elle a aussi obtenu la désignation de Fellow de la Society of Actuaries ainsi que de l'Institut canadien des actuaires. Elle est membre du conseil d'administration de l'Institut de la planification financière depuis juin 2020, trésorière, vice-présidente et depuis le 16 septembre dernier, présidente du conseil d'administration. Merci pour l'invitation. Donc moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous parler un peu de la planification financière en lien avec la littératie financière, mais dans le cadre de ma pratique. Moi, actuellement, je fais de la planification financière à honoraires, donc je fais de l'accompagnement avec les clients. Donc, l'objectif, c'est de venir compléter un peu avec moi qu'est-ce que je vois qui se passe avec, effectivement, les clients. Philippe l'a bien mentionné au départ, la littératie financière, c'est complexe, mais quand les gens sont capables d'avoir les connaissances, ils sont capables de prendre les bonnes décisions. Le lien qui reste à faire, c'est, on a la littératie financière, comment on arrive à donner ces connaissances-là aux clients. Oui, il y a l'éducation, mais je pense que ça passe aussi par l'accompagnement. Donc, les gens, quand on discute avec eux, il y a beaucoup de produits sur le marché. C'est de plus en plus complexe. Ils ont même des noms, des fois différents, puis c'est le même produit quand tu creuses un peu. Donc, les gens se retrouvent mélangés à savoir où est-ce qu'on doit prioriser. Par exemple, si je prends un jeune, j'ai le CELIAP, j'ai le REER, j'ai le CELI. Il y a le régime pour invalidité aussi qui embarque. J'ai une hypothèque à payer, puis on sait parfaitement que les gens vont avoir une épargne limitée. Donc, comment on peut les aider à naviguer dans tous ces produits-là? Il y a autre chose aussi, c'est que les gens nous disent que c'est beaucoup de choses à assimiler. Donc, quand on rencontre les clients, on ne peut pas commencer à tout faire l'histoire de « on va commencer par épargner, il faut que tu penses à ta retraite, il y a peut-être besoin d'assurance invalidité ». Donc, les gens veulent avoir un sentiment de contrôle sur leurs finances. Puis c'est un peu pour ça que j'ai mis l'image au niveau d'un éléphant. Mais comment ça se mange un éléphant? C'est un morceau à la fois. Donc, le planificateur financier ou le professionnel en service financier qui accompagne va le faire régulièrement et non en une fois. Je mentionnais que les gens aiment avoir le contrôle. Quand on leur donne aussi trop d'informations pour être sûr qu'ils fassent le bon choix, ils vont se mettre la tête dans le sable puis ils vont juste complètement arrêter un peu de gérer. Autre chose qu'on voit aussi avec la littératie financière ou les connaissances en finance, c'est le bruit. Donc, vous savez, les jeunes, médias sociaux, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'informations qui est donnée. Je pense par exemple à la presse avec les trains de vie, les TikTokers, les influenceurs. Si on investit dans le Bitcoin, il n'y a pas de problème, on met un 10 000 puis finalement on va se ramasser millionnaire à la retraite. Donc, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'informations qui peuvent paraître déroutantes, incomplètes ou erronées. Donc, il faut réussir à atteindre ces gens-là puis devenir un peu corriger l'information, venir les aider à interpréter cette information-là pour qu'ils soient en mesure, dans le fond, de prendre les bonnes décisions, d'avoir une saine pratique de leur gestion financière et également éviter les erreurs coûteuses. Puis je fais une petite parenthèse, dans le cadre de ma pratique, j'ai rencontré des jeunes entrepreneurs qui avaient à peu près mon âge, donc ils partaient leur compagnie, ils venaient de s'incorporer, puis eux, ils avaient entendu dire que le dividende était moins imposable. Donc, sur la base de cette information-là, on commençait à se verser des dividendes. Ils ont 40 ans. Sans aller dans le détail, je viens de perdre les droits au régime des rentes. Donc, quand on a regardé la tendance à long terme, on n'était pas capable de prévoir la retraite, on avait un manque d'argent, puis juste en changeant la rémunération, tout s'est arrangé. Donc, c'est juste pour vous montrer que oui, il y a beaucoup d'informations, mais on n'est pas toujours capable d'atteindre les gens et en étant planificateur financier ou service financier, on peut les accompagner. Fait que moi, je pense que mon rôle, comment je le vois, c'est en termes d'accompagner, donc une éducation qui va se faire. Puis moi, après, je vais rentrer un peu dans le décor pour venir les accompagner. Un autre rôle que je vois, c'est un peu de dédramatiser les situations.
Donc, les gens ont l'impression qu'il leur faut 1,2 million, 1,7 million à la retraite pour être capables de supporter leur coût de vie, ou il y a des règles des règles de pouce qui vont circuler, c'est-à-dire la règle du 70 % où j'ai besoin de X nombre de mon salaire à tel âge à avoir épargné. Bien, dans les faits, la famille monoparentale versus un couple qui a un niveau de vie un peu plus élevé, les besoins sont complètement différents. On a des programmes gouvernementaux qui peuvent venir aider. Donc, il faut vraiment... dans le fond, notre rôle, c'est d'accompagner, de détraumatiser et de venir appliquer les connaissances à leur situation personnelle. Puis ça, je vais le répéter souvent, il n'y a pas de recette applicable à tout le monde. Je pense qu'il faut que les gens soient accompagnés pour leur situation particulière. Également, c'est étudié, là, puis je n'ai pas nécessairement l'étude, mais les gens qui sont accompagnés par des professionnels en services financiers ou par un planificateur financier, bien, on voit qu'ils peuvent se permettre, dans le fond, en étant mieux préparés, ils vont se permettre de plus dépenser en vacances et en loisirs à la retraite parce qu'on a fait un suivi, on a fait des mises à jour. Donc, on n'aura pas peur d'épuiser notre capital, donc de se restreindre dans les dépenses. Puis c'est un peu la même logique, là, puis je fais un parallèle avec les rentes viagères, parce que j'ai eu la discussion avec un client aussi. Les gens ne voudront pas avoir une rente viagère de peur de mourir tôt. Donc, ils vont gérer leurs finances, leur retrait REER, CELI, tout ce qui existe, mais ils vont le gérer prudemment. Donc, quand on fait des comparaisons, on va se rendre compte que les gens, parfois, vont dépenser moins en gérant leurs propres actifs qu'en achetant une rente viagère, parce qu'ils veulent être sûrs de ne pas manquer de capital. Notre rôle au niveau des clients, dans le fond, moi, je le vois un peu en deux phases. On a la phase accumulation et la phase décaissement que je vais revenir. Dans le fond, les jeunes, moi, j'ai eu la chance dans le fond, la personne était très chanceuse parce que son père, il lui a payé un cadeau. C'était une planification financière, donc on a décidé de la rencontrer et de commencer à mettre un plan en place. Donc, la personne commençait à travailler, puis il y avait beaucoup de choses, elle avait beaucoup d'objectifs, puis on a décidé de venir, de s'asseoir, puis de commencer une relation pour l'accompagner. Parce que la personne, dans le fond, je vous ai fait un peu un exemple du plan d'accumulation que ça peut représenter, c'est qu'au fil du temps, nos objectifs, les jeunes, quand on arrive de déjà leur parler de retraite, bien, on va les perdre. C'est trop loin pour eux autres. Ils ont d'autres priorités. Ils ont l'achat d'une maison, ils ont la naissance des enfants. Quitte à ce qu'on le voit en pratique, on fera de la consolidation ou de la rattrapage d'espace REER CELI un peu plus tard. Donc, les priorités, comme je vous mentionnais, ce n'est pas une recette qui va être la même recette pour tout le monde. Donc, la personne qui ne veut pas nécessairement aller à l'achat d'une maison, on va aller vers la priorité de la naissance des enfants. Donc, ça, on va jouer et le REER, le CELI et tout, ça va dépendre des types de revenus. Donc, par exemple, quelqu'un qui va commencer à travailler, on va favoriser le CELIA, puis on va acheter une maison. Après, ça va être le CELI. Puis sans nécessairement lui faire un cours sur tous les taux d'imposition, c'est qu'on va lui lever un élément déclencheur. C'est-à-dire, quand tu vas avoir une grosse augmentation au niveau de tes revenus, peut-être qu'on devrait réavoir la discussion parce que après avoir utilisé le CELIA, bien, c'est peut-être le REER éventuellement qu'on va changer. Donc, on va se re-rencontrer, on va en discuter. Même principe à la naissance des enfants. Et là, le R3A va peut-être venir embarquer en priorité. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire que ma première rencontre avec cette personne-là, je commence à l'expliquer de long en large, le R3A, mais juste de lui dire, on se rend compte quand il y a des enfants qui rentrent dans vos plans de vie. Une autre chose aussi, on parle beaucoup des véhicules, mais dans les discussions, c'est qu'on va venir aussi présenter les différents programmes, donc naissance des enfants, allocation soutien pour la famille, on veut-tu aller les chercher? Donc moi, j'entends pas souvent, mais je l'ai entendu que depuis récemment, le mythe qu'on ne veut pas mettre l'argent dans le REER, ça ne marche pas bien. Donc, j'ai un client actuellement que j'ai fait des plans et là, je dois le convaincre, quand je vais le rencontrer dans 2 semaines, que le REER il est intéressant. Mais lui, il me dit de prime abord qu'il ne voulait pas investir dans le REER. Mais ça fait faire une différence de 300-400 000 à la fin, dans 40 ans. Donc, là, je me questionne pourquoi cette personne-là. Fait que c'est de l'éducation. Donc, on va s'asseoir ensemble. Je vais lui expliquer. Je vais comprendre ses raisons. Puis peut-être qu'il va me dire qu'il ne veut pas mettre l'argent dans le REER. Il préfère le CELI pour avoir l'impression d'une plus grande flexibilité.
Et une fois naissance des enfants, priorité achat maison, mais c'est là qu'on peut se permettre de venir faire du rattrapage, de la consolidation au niveau du REER, au niveau du CELI. Donc, on n'est pas obligé à chaque année de mettre le maximum. Il y a moyen qu'en faisant du rattrapage un peu plus tard, quand les enfants ont quitté la maison, là, les dépenses, il y en a une couple qui disparaissent, mais on va venir faire cette épargne-là. Une autre chose qu'on oublie, puis on l'a vu un peu dans l'étude, c'est les régimes employeurs. Donc moi, je vous ai tout parlé des véhicules personnels, mais dans le cadre de ce cas-là que j'ai eu en pratique, la personne est admissible à un régime d'employeur qui avait une part, je ne me souviens plus exactement, mais mettons 2, 3, 4 %, mais ça a été la priorité de regarder un peu son budget puis lui dire c'est pas tant le CELIAP, mais on va aller chercher la part de l'employeur parce que c'est de la rémunération différée. Donc oui, il y a tous les véhicules individuels, mais il faut voir aussi qu'est-ce qui est offert au niveau des employeurs. Il y a tout le volet épargne pour pouvoir acheter une maison, financer les études des enfants ou tout autre projet, résidence secondaire, voyage, année sabbatique. Il y en a plusieurs. Il y a également tout le volet, puis on l'a moins couvert, mais le volet plus légal, donc testament, mandat de protection. Est-ce qu'on a des besoins en assurance vie, invalidité? Moi, qu'est-ce que je fais souvent quand je rencontre des plus jeunes, c'est qu'on met c'est quoi les éléments déclencheurs. Puis je vous reviens avec ça parce que la personne, quand je l'ai rencontrée, n'était pas nécessairement ouverte à m'écouter sur qu'est-ce qu'on met dans un contrat de vie commune. on va mettre la répartition, mais non, on a juste dit, vous commencez à habiter ensemble, mais qu'il y ait une mise en commun des meubles ou mais qu'on achète une résidence, bien, sache que ça, c'est ton petit drapeau rouge pour dire qu'on devrait peut-être regarder la possibilité de mettre une assurance vie. Même, pas l'assurance vie, excusez-moi, mais un contrat de vie commune. Même principe pour le besoin en assurance vie, le besoin d'invalidité. C'est d'essayer de leur mettre des situations où est-ce qu'on commence à y penser et qu'on va suivre dans le fond avec eux au fil du temps. Une autre chose que je vois avec les jeunes, puis c'est pas par rapport à cette diapositive-là, c'est avec la pandémie, peut-être, c'est vraiment ma perception des gens que j'ai rencontrés, c'est que les gens font, les plus jeunes font leur placement plus autonome sur les plateformes de courtage. Et moi, quand je les rencontre, ils viennent confirmer leur stratégie. Donc, dans le fond, je deviens un complément pour dire, ils ont pris en main, ils ont décidé qu'ils connaissaient les placements, oui ou non, à tort ou à tort ou à raison, et ils viennent confirmer avec moi ou avec un planificateur financier, est-ce qu'ils sont bien alignés pour leurs différents objectifs. Donc, on devient un accompagnateur. Ils s'occupent de gérer les actifs, mais nous, de notre côté, on va s'assurer que leurs stratégies d'épargne sont bien alignées avec leurs objectifs financiers. Je vous ai mis ici une étude comme ça a fait sur les frais de gestion là, qui date, si je me souviens bien, d'à peu près 2021. C'était simplement pour illustrer qu'on peut avoir un certain contrôle sur nos investissements, là, outre le fait d'être plus exposé aux actions ou aux obligations. Le simple fait d'avoir une certaine gestion de nos frais de gestion peut venir augmenter l'accumulation durant la retraite. Puis pourquoi je la mettais, c'est que je l'ai vu dans les diapositives précédentes qu'on parlait de diversification. Moi, j'en ai qui ont des 3-4 institutions financières. Là, pour eux, ils sont diversifiés. Il faut aussi démêler la diversification et la dispersion. Ça, c'est principalement pour les jeunes. Maintenant, il y a la phase décaissement. Puis, je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais pour les jeunes, c'est qu'il faut réussir à avoir la discussion, à leur faire réaliser qu'en ayant un coût de vie qui libère un surplus, on est capable de se préparer une retraite. Donc, le budget devient une pierre angulaire. Et quand on arrive au décaissement, tous les véhicules qu'on a accumulés à la retraite, maintenant, il faut les décaisser. Comment on va faire? J'ai un CELI, j'ai un REER, j'ai un ancien régime d'employeur qui est rendu dans un CRI. J'ai aussi un REER immobilisé qui est avec des règlements au niveau fédéral. On a également le régime des rentes, la pension de sécurité de vieillesse. Donc, quand on rencontre les gens au niveau de la retraite, c'est comment je peux décaisser, qu'est-ce que je dois décaisser en premier. Et l'importance du plan de retraite, puis je reviens un peu sur ce que Philippe a dit, c'est qu'il faut les attraper à temps. C'est-à-dire que si quelqu'un
vient me rencontrer autour de 70-71 ans, de faire un plan, j'ai pas beaucoup de contrôle. Parce que le REER, je suis obligée de le décaisser. Les rentes sont commencées. Le jouer là, sur comment on décaisse pour venir optimiser chaque véhicule, j'en ai plus de marge de manœuvre. Il faut réussir à convaincre les gens de les rencontrer avant ça, parce que la période de jeu pour quelqu'un qui arrive à la retraite, puis l'aider dans son décaissement, puis faire une différence en termes d'accompagnement, c'est vraiment quand on les rencontre un peu plus tôt, où est-ce que là, je peux jouer avec les différentes épargnes que les gens vont avoir eues. Autre chose aussi, les mythes du beau-frère. Donc, j'entends beaucoup de choses. J'ai parlé un peu les mythes des jeunes lauréats, on ne croit pas à ça. Puis, dans le fond, je vais trouver la solution miracle qui va me faire devenir millionnaire quand je vais être à la retraite. Il y a la gestion des risques à la retraite, il y a l'inflation, la longévité. Bon, la longévité, je vous dirais que moi, quand j'arrive avec mes dates de projection, je vais projeter jusqu'à 96-97 ans, j'ai toujours la réaction, non, je ne veux plus être en vie à cette heure-là, puis je ne serai pas là, mon beau-frère, il est décédé rapidement, il n'a pas profité de la retraite. Quand on regarde l'étape de mortalité, dans les faits, c'est j'ai encore 25 % de chance d'être en vie après 96-97 ans. Donc, un des plus gros risques à la retraite, c'est de survivre à mon capital. Donc, quand les gens me disent « oui, mais je veux en léguer », bien, froidement, on peut avoir le goût de leur répondre « c'est plus prudent de gérer ta retraite parce que quand tu es décédé, oui, il n'y a peut-être plus d'argent, mais tu es décédé. » Le report des rentes est un excellent outil. Donc, il y a cette éducation-là, cet accompagnement-là à avoir pour gérer ce risque de longévité-là, c'est-à-dire que tout le monde a accès à ces outils-là. Oui, il y avait les régimes employeurs au niveau à prestations déterminées. On sait que ce n'est pas la majorité de la population qui est exposée, mais on a ces 2 programmes gouvernementaux qui peuvent permettre. Au niveau de l'inflation, je vous dirais que c'est un sujet qui est revenu depuis les dernières années. Nous, quand on en discute, on le relativise un peu, parce qu'il faut savoir qu'il a déjà été négatif par le passé, mais ça aussi, les gens l'ont oublié. Mais je reviens encore aux programmes gouvernementaux, régime des rentes, pension de sécurité de vieillesse, là, puis je ne l'ai pas mis, mais si je vous avais montré les ajustements qui ont été faits au 1er janvier, mais c'est 2 rentes viagères qui vont suivre l'inflation. Et ça, les gens les sous-estiment. Donc, ceux qui les comprennent moins bien voient moins l'importance de ces outils-là qu'on a pour gérer les 2 plus gros risques à la retraite, qui est de survivre à son capital et perdre du pouvoir d'achat. Il y a aussi, au niveau des programmes gouvernementaux, c'est qu'au niveau du régime des rentes, je vous parlais des mythes, je vais décéder rapidement, il y a aussi le mythe, ça peut être du beau-frère ou de la belle-sœur, là, on va s'échanger les rôles. Le fait de, j'arrive à 60 ans, je vais demander ma rente tout de suite parce que je vais la placer, je vais l'investir, puis je vais faire du rendement beaucoup plus élevé que qu'est-ce que ça va me donner de la garder longtemps. Ça également, quand on regarde qu'est-ce que ça prend pour rendement pour quelqu'un qui la demande à 60 ans versus 65 ans, il faut faire du 11 % par année. Du 11 % par année, quand la personne en avant de moi me dit qu'elle est très conservateur puis qu'elle a peur des mouvements, il y a des chances que je ne sois pas capable de l'atteindre. Donc, il y a aussi ça, c'est que les gens, tu sais, on mentionnait, ils n'ont pas de plan, ils ont peut-être un plan plus tôt, puis quand ils arrivent à la retraite, ils vont se fier aux expériences de leur entourage versus peut-être consulter quelqu'un qui pourrait les aider à prendre les bons choix. Puis, je vais finir avec un petit cas pratique, parce que je suis actuaire de formation, donc j'aime ça les graphiques. J'avais mis trop de choses, mais on m'avait averti. Donc, j'ai fait un petit cas pratique pour voir un peu comment le décaissement peut avoir un impact. Donc, c'est quelqu'un qui a 65 ans. Donc, que certains... J'ai pas mis toutes les hypothèses, là, je voulais pas, je peux vous les donner, là, mais j'ai quelqu'un qui a des REER, qui a des CELI, là, autour de 80-90 000 dans chaque véhicule. Il y a accès au régime des rentes et à la pension de sécurité de vieillesse, et on vise un coût de vie de 30 000 par année. Donc, moi, j'ai fait un premier scénario et j'ai regardé une rente, si je demande mes rentes à 65 ans, puis je reporte le plus tard possible mes retraits REER. Donc, j'ai un épuisement. Dans le fond, je commence à manquer de l'argent autour de 90 ans. Vous le voyez dans mon graphique, c'est à partir du moment où il y a une différence blanche entre la ligne noire et tous les sources de revenus que j'essaie d'aller chercher pour combler. Je l'ai changé, en fait. J'ai continué à demander le régime des rentes à 65 ans,
mais j'ai vu que si je reportais de la pension de sécurité de vieillesse à 70 ans, j'allais utiliser mes REER et aller chercher le supplément de revenu garanti à 70 ans. C'est contre-intuitif pour les gens. Je vais être honnête, j'ai fait quelques consultations avec des gens avec un patrimoine moindre. Donc, quand on parle de reporter des choses, il faut être en mesure d'avoir les liquidités. Donc, quand je parle de report, il y a toutes sortes de choses à tenir compte. Mais dans notre exemple ici, la personne avait les REER pour combler, mais après, ça nous permettait d'aller chercher le supplément de revenu garanti, qui lui aussi est ajusté à l'inflation. Donc, à la fin, cette personne-là va avoir pension de sécurité de vieillesse, supplément de revenu garanti, régime des rentes, qui va être ajusté à l'inflation, et on va venir combler un peu par le CELI qu'on n'a pas encore utilisé. Donc, en utilisant le CELI plus tard, je m'assure que mon seuil d'imposition me permet de ne pas perdre le supplément de revenu garanti. Donc, qu'est-ce que je veux, puis je vais finir là-dessus, c'est réaliser que tout le monde aurait besoin d'être accompagné. Puis, dans notre industrie, qu'est-ce qu'on voit principalement? C'est les gens qui ont un patrimoine plus important. Donc, on le voyait, c'est eux qui semblent avoir les meilleurs résultats, qui se font accompagner. Alors que même ici, avec quelqu'un, juste en jouant avec les reports, puis la pension, puis les autres programmes sociaux, on est capable à cette personne-là d'assurer son coût de vie à la retraite, de gérer son risque de longévité et de gérer son risque d'inflation. Donc, ça finit. Merci.